Bonjour Pascal. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de politique et de publicité. Vaste sujet. Et je vais commencer avec un chiffre, tout simplement, le 22. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer, le 22? 22 avril. J'espère que ça ne m'inspirera pas 22 avril 2002 parce que ça, c'était le cauchemar. Pourquoi vous ne parleriez pas du 6 mai, par exemple? C'est peut-être plus sympathique. Alors, c'est vrai que c'est la présidentielle. Voilà, donc le premier tour notamment de la présidentielle. Et à ce propos, donc, avec les élections qui se profilent à l'horizon, j'aurais voulu savoir un petit peu votre avis sur ce qui se passe en ce moment, 2 mois avant l'élection présidentielle, un peu votre analyse. Ce qui se passe, il ne se passe rien. C'est la campagne, pour moi, c'est la campagne du renoncement. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, pas toujours, mais dans la Ve République, il s'est toujours passé quelque chose. Il y a eu une écriture médiatique intéressante. Alors c'est vrai qu'on est loin des Gérard Collomb, des Jacques Pilan, avec des écritures médiatiques très fortes du temps de Mitterrand, mais c'est une campagne où tout est renoncement. Il n'y a pas. Alors est-ce que c'est la crise? Je ne sais pas. Ça y est certainement pour quelque chose, mais je crois surtout que les valeurs ont changé. Il n'y a plus de posture prospective. L'utopie, alors, est au rencard. Vous trouvez qu'il y a un manque d'engagement, en fait, par rapport à la situation actuelle et le fait que la présidentielle se profile à l'horizon? On a moins d'engagement, de programmes présentés, de programmes politiques? Je ne sais pas si c'est un problème d'engagement, je crois que c'est un problème d'écriture médiatique. Et il n'y a pas de swing, quoi. Et ça peut... c'est pas forcément problématique, mais ça peut le devenir. Et ça, franchement, on se fait chier dans cette campagne présidentielle. On a un candidat qui parle de lucidité, mais il est tout sauf lucide. François Hollande se débrouille pas trop mal parce qu'il fait pas d'erreur. Et puis après, il y a Mélenchon qui fait semblant de sortir du dogme, mais bon, on est toujours sur la même... C'est le serpent qui se mord la queue. Alors après... Un petit mot sur Bayrou, peut-être, qui fait aussi partie, ou qui fera partie de la danse. Ouais. On a toujours peur de la panne avec Bayrou. Mais il est sympathique, quoi. Mais bon, quelle écriture il peut apporter pour l'instant, il a apporté une forme de swing en 2007, ça c'est indéniable. Il faut quand même lui rendre ce qui lui appartient. Aujourd'hui, il est à l'image de la campagne, quoi. En plus, il est au centre, donc c'est un peu plus complexe. Il est dans les taux, quoi. Il est dans les taux du renoncement. Alors, les propos consistent à dire il faut être franc et tout ça, mais enfin, on est au XXIe siècle, quoi. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais le 3e pays au monde, c'est Facebook. 3 millions de tweets par jour. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens? Le repli sur les autres. Comment on s'innove en France? Ça, c'est un vrai souci. Il y a des problématiques qui ne sont pas touchées. Elles ne sont pas touchées parce que je pense qu'à haut niveau, il ne suffit pas d'avoir 50 ou 60 ou 70 10 personnes dans un staff pour les réseaux sociaux, mais de ne pas comprendre la clé des réseaux sociaux. C'est ça, je pense, le vrai problème. Ils ne sont pas in the life, ils ne sont pas dans la vie. Pour revenir juste sur Bayrou, en fait, sa communication est basée sur le produire en France. Il répète beaucoup ça en ce moment sur toutes les chaînes de télévision. Donc on entrevoit un petit peu sa façon de communiquer. Mais Marchel disait la même chose sur le Made in France. Il est un peu là-dessus, ouais. Voilà. Non mais, il est évident que le jour où les politiques, certains politiques, parce qu'il y a certains qui l'ont compris quand même, que d'avoir des relations avec les pays émergents, notamment la Chine, c'était positif. Le problème, c'est qu'on est en déficit de commerce avec eux.
on importe 36 milliards de produits chinois et on en exporte chez eux 11 milliards, donc on a un déficit. Alors c'est déficit parce que les ouvriers, le prix de la journée n'est pas le même, ainsi de suite, même s'il y a l'éloignement et tout ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le débat économiste. Oui. Au niveau du débat politique, il y a une incompréhension des peuples sur la mondialisation. Et donc ça nécessite que l'écriture soit différente au niveau d'écriture politique. Et elle ne l'est pas. C'est pas l'avis de Pascal Provencel. C'est un constat que font aussi certains politiques. D'accord. On va passer à la deuxième question, plus locale. Pourquoi fait-on appel à vos services en communication au niveau local? Pourquoi? En communication, mais c'est normal, c'est un peu mon métier. Communication politique, je parle. Ah, la communication politique. Pourquoi des responsables politiques font appel à vous en communication au niveau local? Pourquoi les chefs d'entreprise font appel à moi aussi en tant que... Chef d'entreprise, oui, mais la réponse, elle est assez... Premièrement, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que la politique, il y a assez lettres de noblesse. Et je suis passionné de politique depuis l'âge de 14-15 ans. Je suis un fils d'ouvrier qui a compris très vite qu'il y avait les puissants et puis les misérables. J'ai lu La Fontaine aussi, mais que vous soyez puissant ou misérable. Donc j'ai eu une conscience politique très, très jeune. À partir de ça, j'ai milité. J'étais plutôt libertaire que socialiste, et je le suis toujours d'ailleurs. Et puis, je me suis intéressé à la politique parce que la politique, c'est des choix de société. Et je me suis très tôt mis dans des combats qui étaient peut-être pour la plupart perdus d'avance. Et puis, la chance a fait que les combats qui étaient donnés perdus, je les ai gagnés grâce à des hommes qui ont croisé ma route ou où j'ai croisé la leur. Et voilà. Donc aujourd'hui, il y a une expertise. Aujourd'hui, l'expertise que j'avais il y a 20 ans, elle s'est sensiblement modifiée. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, aussi bien pour les politiques, que pour les entreprises, nous sommes dans des stratégies de marque. D'ailleurs, Barack Obama, en 2009, n'a pas été élu homme politique de l'année, mais marque de l'année. Donc les stratégies de marque vont aussi aux hommes politiques, et j'ai rencontré, et j'en rencontre encore, des gens avec qui font des choses extraordinaires. Parce que on dit beaucoup de choses, la politique c'est énormément de fantasmes, des choses comme ça. Mais croyez-moi, il y a des gens en politique qui sont aux manettes et qui sont des gens qui donnent de leur temps et qui sont d'une générosité sans faille vis-à-vis des autres. Tout le monde n'est pas élu et va au Phuket ou va sur un yacht à Malte. Il y a des hommes politiques qui sont beaucoup plus simples et qui ont surtout conscience de l'intérêt de changer les choses. Et ça me réjouit. Alors, je vais rebondir justement là-dessus, par rapport aux hommes politiques, avec une citation très connue, on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Si demain d'autres partis politiques faisaient appel à vos services, est-ce que vous signez? Quels autres partis politiques? Moi, je ne travaille pas pour les partis politiques. Alors il faut être très clair là-dessus. Je travaille avec des hommes déjà qui me demandent de travailler avec eux, qui me font confiance, qui font confiance à mon travail, qui reconnaissent mon travail. Et puis, vous savez, c'est une alchimie. Est-ce qu'on a envie de travailler avec quelqu'un ou pas? Ça, c'est le choix de chacun. Donc, j'en fais pas un problème vénal au départ. Je veux dire, c'est pas même à l'arrivée. Le choix quand on fait de la communication institutionnelle ou politique, il y a quelque part aussi un engagement personnel. Je veux dire, c'est qu'il faut qu'on croie. On doit croire en ce qu'on fait. Je veux dire, y compris dans une entreprise. Attention, c'est pas simplement lié à la politique, c'est lié le métier de conseil. Comment peut-on conseiller quelqu'un, dirigeant, politique ou autre, si on ne croit pas en lui? Alors oui, il y en a qui le font, purement vénal, c'est pas ma tasse de thé. Un homme politique ne se résume-t-il pas à ses spin doctors?
Est-ce que finalement, ce ne sont pas les hommes de l'ombre qui ont pris le pouvoir, Pascal? Vous regardez trop la télé, vous. La série sur France 2 le mercredi. Alors, le terme spin doctor, vous savez d'où il vient? C'est de l'anglais to spin, faire tourner. Et c'est très péjoratif d'ailleurs. Si les hommes politiques qui ont une vision et une stature reposaient sur les gens qui les entourent, ils s'effondreraient très vite. Les spin doctors, ils ont le pouvoir de leur expertise. Et pas le contraire. Et des spin doctors qui voudraient, puisque ça, ou des conseillers, des hommes de l'ombre qui voudraient, ça arrive, il y en a qui veulent dépasser leurs clients ou les gens qu'ils conseillent, généralement ça finit toujours très très mal. Et si on a des exemples, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je me suis concentré uniquement sur mon expertise. Je n'ai pas été l'impression d'être un homme de pouvoir. Vous savez, puisqu'on appelle déjà, par essence, on appelle ça homme de l'ombre. Donc forcément, pas visible. Donc par votre conséquence, fantasme. C'est quelque chose de péjoratif, même comme terme. Ça veut dire ça quelque chose d'inquiétant. Ça m'a jamais ni fait rire, ni amusé, ni contraint. Je laisse les fantasmes évanescents. Est-ce celui qui a la meilleure communication qui remporte l'élection? Pour avoir une bonne communication, il faut un homme politique qui la porte. Vous pouvez faire toutes les stratégies que vous voulez. Si l'homme politique qui est en face ne porte pas la stratégie, ou la porte balle, eh ben, elle va s'écrouler. On peut... Vous savez, c'est comme l'histoire de l'art. Il y a l'histoire de la science politique à travers des campagnes de pub. On se nourrit de ça quand on fait mon métier. Par exemple, moi j'ai été merveilleusement impressionné par parler d'écriture médiatique tout à l'heure, mais l'écriture médiatique de Jacques Pilan en 1981 pour Mitterrand, qui commence en 80, où il oppose Giscard, c'est Louis XV, et Mitterrand, c'est Roosevelt. Et donc c'est Roosevelt face à Louis XV, donc le New Deal et tout ça. Donc il passait à l'homme du passé, alors que Mitterrand était plus âgé que Giscard. Bon, peu importe, il y a une écriture médiatique assez... Mais Mitterrand l'a porté merveilleusement bien. Et on a la force tranquille. La force tranquille, vous savez que ce n'est pas un slogan de Séguéla, qu'il ne m'en veuille pas, mais c'est pas de lui. C'est Blum l'avait écrit et ça avait été repris dans un bouquin de Mitterrand en 1974. C'est Jacques Pilan qui le porte, comme Génération Mitterrand. Et puis, comme Jacques Séguéla a beaucoup de noblesse, quand il a fallu rencontrer Mitterrand, il a dit à Jacques Pilan de rester à l'agence. On va enchaîner sur une question sur notamment en rapport avec la loi Rocard du 15 janvier 90. La publicité en politique est limitée en France, c'est-à-dire que la loi Rocard encadre les dépenses liées aux élections et interdit d'acheter des espaces publicitaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut libérer cette publicité en politique ou pas? Non, moi je suis pour qu'on libère l'imagination. Ce ne sont pas les supports qui sont des déterminants sur les bonnes campagnes. Ils sont absolument utiles. Aujourd'hui, on n'a pas l'affichage, mais on a le web, on a la toile. Donc, si on avait tout, ça serait merveilleux. Mais bon, pour des publicitaires, plus on a d'espace pour écrire, mieux c'est. Mieux c'est. Je vais passer maintenant à une phrase que je vais vous lire. On ne sert pas en même temps ces deux maîtresses exigeantes que sont la publicité et la politique. Tout sépare ses sœurs ennemies. Cette phrase, elle est de Jacques Séguéla, encore son bouquin Fils de pub, où justement on revient sur lui. Je voulais savoir ce que vous pensez de cette phrase. Est-ce que la politique et la communication, ça se mélange bien ou c'est difficile? Le seul problème qu'il y a avec Jacques Séguéla, je pense qu'on peut tout lui pardonner aujourd'hui, vu son grand âge, y compris de se faire des petits plaisirs, donc de dire des conneries. La dernière qu'il a dite, c'était Internet, il disait
Internet c'est de la merde. On voit le résultat aujourd'hui, il avait parfaitement raison. Et puis on n'a pas réussi sa vie si on n'a pas une Rolex à 50 ans. Et je trouve on voit c'est un homme des années 80 et non pas un homme du 21e siècle, parce que je pense qu'il aurait inversé beaucoup de ses propos, et notamment, à 50 ans, on n'a pas réussi sa vie si on n'a pas une Kelton. On va passer maintenant au film Le Président, dans le film Le Président de Yves Jolant. On vous voit dans ce film, mais on ne vous entend pas beaucoup, dans toute la durée du film que j'ai pu voir. Et pourtant, c'est vous qui êtes derrière tout ce qui est écriture médiatique et même le storytelling de toute cette campagne. Alors, comment ça se fait qu'on ne vous entend pas beaucoup dans ce film ? Il y a deux questions dans la vôtre. Ouais. C'est la première, pourquoi on ne m'entend pas ? Puis après, je vais répondre sur le fait que j'ai écrit le storytelling, c'est-à-dire le scénario, l'histoire de cette campagne. Pourquoi on ne vous entend pas dans ce film ? Pas beaucoup, en tout cas. Bon, pour une simple et bonne raison. J'étais concentré sur mon métier et pas sur la caméra. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que c'était des situations qui étaient assez cocasses pour certaines, et j'y avais pas ma place d'expression. Donc voilà, donc je suis resté à ma place. Vous voyez que les hommes de l'ombre sont en pleine lumière. On voit que forcément, ils sont. C'est pas parce qu'on est en pleine lumière qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Vous êtes quand même derrière tout ce qui est le storytelling de cette campagne. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que la mayonnaise prend ? Le talent de Fresh. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut écrire toutes les stratégies, les scénarios possibles. Moi, j'ai rencontré Fresh à un moment assez difficile pour lui. Les gens, pas mal de son entourage l'avaient laissé tomber. Il était dans une traversée du désert à ce moment-là. Très très compliqué, ouais. On avait repris ses propos d'une façon éhontée. Il y avait beaucoup même de révisionnisme intellectuel de la part de certains journalistes concernant les situations, les propos travestis ou autres. Mais peu importe, je ne veux pas revenir sur ce débat, c'est pas mon rôle. Moi j'ai connu, et d'ailleurs tous les gens qui l'ont quitté, on les a retrouvés face à nous au régional. C'est assez marrant. On a vu le résultat, ils ont fait des beaux scores. Ce qui... je trouvais que Fresh, vous savez, quand je suis arrivé à Montpellier, ma rencontre avec Georges Fresh a été la première rencontre que j'ai eue avec lui. Je lui ai dit, vous savez, Président, j'ai l'impression d'être le nomade du désert de Gobi qui arrive à Saint-Pétersbourg. Et vous avez quand on arrive sur Montpellier, ils ne se rendent pas compte de la richesse de cette ville, parce qu'ils sont dedans. C'est un peu comme des enfants gâtés. Quand on vient de départ de villes comme Perpignan, où la paupérisation tutoie la misère, on est assez émerveillé de Montpellier. Et puis je ne suis pas le seul, c'est pas peu venir de Perpignan, mais on vient aussi de villes de Paris ou d'ailleurs. Vous venez d'une autre ville, vous regardez que c'est quand même des trams qui sont designés par des Garouste Bonetti, Lacroix. Ici, il y a 10 médiathèques sur l'agglomération de Montpellier, alors que dans certaines contrées françaises, il faut débattre pendant des heures pour acheter des étagères pour les bibliothèques. Donc il y a une richesse assez étonnante. Et donc il y avait, moi, j'ai fait une analyse de l'existant. Et on est dans l'abstract aussi des problèmes environnement, médiatiques et tout ça. Parce qu'on est obligé d'en écrire une. Et il avait toutes les composantes du mythe, parce que c'est une ville universitaire, et d'une star. Et c'est pas péjoratif, le mot de star, c'est-à-dire l'étoile. C'était une étoile. Et ce qui m'a conforté dans la stratégie que j'ai d'accompagnement et du dialogue que j'ai eu avec lui, c'est que dans les études, il y avait 84% des 18-24 ans il avait un avis favorable. Et quand vous avez un avis favorable de cette importance, chez des jeunes de 18-24 ans, quand vous avez 70 ans, il va forcément se passer quelque chose. À ce propos, est-ce que vous auriez une anecdote sur Georges Fresh, quelque chose à me raconter en rapport avec lui ? Je ne vais pas parler d'une anecdote spécifique à Georges Fresh, parce que premièrement, si j'ai une histoire avec lui, il y en a une forcément, elle me concerne personne d'autre, quoi. Quelque chose qui peut être raconté ici.
Ce qui peut être raconté, c'est par rapport à mon métier. Ce que je disais tout à l'heure, c'est je parlais de l'effet qu'il procurait chez les jeunes, parce qu'il c'était un rebelle et tout ça. Et donc on s'est trouvé, vous l'avez vu sur Canal+, le premier avec Apathy, au début de la campagne électorale. Et j'étais sur l'écran de contrôle du plateau du grand journal de Canal+. Et une émission d'ailleurs très, très, très importante. Parce que dans le film de Jolan, on ne voit pas toute la stratégie. On voit des anecdotes, beaucoup, qui c'est un très, très beau film. Je n'ai pas un avis négatif dessus, mais ça ne raconte pas la stratégie de campagne. Et j'étais sur les camps de contrôle, le débat c'était en train de se produire, et j'avais un journaliste du Parisien qui faisait le papier d'ambiance. Et c'était le premier papier. Donc c'était allait être déterminant sur la campagne. Et je sentais que c'était quand même une ambiance assez tendue, il y avait quand même une réserve sur Frege, sur le personnage. Et je croise le regard du journaliste du Parisien, aujourd'hui en France, et je lui dis, vous avez vu, vous n'en voyez pas beaucoup des politiques en rockstar. Et le lendemain, le papier, c'est Georges Frege en rockstar à Paris. Et là, ça a été un déterminant. Vous voyez, mon métier consiste à ça. En fait, comme tout se joue sur 10 ans, j'ai eu une chance énorme d'avoir ce journaliste à 1 mètre. Et toute la stratégie de campagne, on peut remercier la presse. La presse qui avait descendu Frege pendant des années, là, elle avait anobli. Et elle avait surtout conforté ce que portait de plus fort Georges Frege. Et alors, je ne dis pas, les gens ne vont pas dire Provençal a dit que Frege était une rockstar. J'ai beaucoup trop de respect pour lui, pour le classifier de la sorte, mais je pense que dans le ton, c'était un vrai rocker. Ouais. C'était une de ses facettes, en tout cas. Ouais, c'est une facette. Vous savez, quand vous rencontrez des gens comme ça, vous ne restez pas indemne. Ça vous poursuit toute votre vie, parce que lui et d'autres, j'ai des gens que j'ai rencontrés qui sont encore en exercice, en activité, et qui m'apportent énormément. Mais ce qui était assez étonnant pour moi avec Georges Frege, c'était sa fulgurance et sa durée. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait le 100 mètres, il n'est pas bon pour faire le marathon. Quelqu'un qui fait le marathon, il n'est pas taillé pour faire un 100 mètres. Et lui, il avait une fulgurance et qui durait. Et ça, c'était incroyablement vivant. Voilà. Ma dernière question, la politique et la communication, ça génère beaucoup de fantasmes en fin de compte. Énormément. Énormément. Vous savez qu'un grand homme politique, c'est un homme lucide. Parce qu'en politique, si on a le cul entre deux chaises, on finit par s'asseoir sur le peuple. Et puis, il y a beaucoup de fantasmes avec tout ce que ça... On vous parlait des spin doctors tout à l'heure, mais bon, on peut apprendre à peindre, mais pas être peintre. Donc les hommes politiques, ceux qui sont au-dessus du lot, et c'est souvent ceux-là qu'on habille d'hommes de l'ombre et ainsi de suite. Non, on n'arrive pas en politique comme dans les affaires, grâce aux autres. On arrive parce qu'on a la force d'y arriver. Et c'est ça qui compte. Et moi, ce que je garde dans mon métier, c'est que je compte sur ma propre force et je m'en tiens à ça.